Freezing cold in ancient Tuesday. You the cold maids say one freezing cold in ancient Tuesday. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que ce soit vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films, non. Un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, poum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais, oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue au nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs, et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Julien Guimond et je suis comme toujours accompagné de celle que l'on nomme la moine Shaolin du quartier latin, la main de fer dans un gant de velours, j'ai nommé Lou Bobin. Bonjour Lou. Bonjour Julien, je crois que je vais demander qu'on me présente comme ça systématiquement. À chaque fois. Alors pour ce nouvel épisode des Bobines, nous avons le plaisir de recevoir de nouveau Nathalie Bittinger, avec qui nous avions eu le plaisir de faire l'émission sur les Bobines de David Lynch. Alors bonjour Nathalie et merci, comment tu vas depuis la dernière fois ? Je vais super bien et je suis hyper heureuse d'être de nouveau avec vous pour une passionnante discussion sur le cinéma. Tu n'as pas changé en tout cas depuis la dernière fois qu'on t'a vu, c'est à ta bonne heure. Bon, comme dans la dernière émission, on refait quand même ton curriculum vitae. Tu es auteur, maître de conférences en études cinématographiques à l'Université de Strasbourg. Et on va voir que tu es capable, comme notre bobine du jour, de faire le grand écart dans ta cinéphilie, puisque nous allons passer de David Lynch à Chang Pei-Pei et des actrices asiatiques qui castagnent, à l'occasion de la ressortie en édition actualisée de ton dictionnaire des cinémas chinois que tu as dirigé aux éditions Maisonneuve et La Rose Hémisphère. Nous allons donc faire le tour de ces actrices au caractère bien trempé, capables de voler dans les arbres, de mettre à l'amende des mecs bodybuildés, en évoquant bien sûr l'une des pionnières du genre, l'hirondelle d'or, Chang Pei-Pei. 他乔装改扮，他其貌不扬，他绘声莫测，大醉侠，连番恶斗，场场精彩。郑佩佩，拿着。陈红烈。 Alors Nathalie, tu nous as confié que tu parlais un peu chinois, donc qu'est-ce que raconte la bande-annonce de... Non, j'ai beau avoir étudié ça 4 ans, je suis très mauvaise. Alors, ce qu'on a entendu, c'est la bande-annonce de L'Hirondelle d'or, donc on va revenir un petit peu sur ce film un peu plus tard. Avant de faire un panorama donc, non exhaustif, je vous préviens tout de suite, des actrices asiatiques et chinoises qui castagnent, faisons d'abord un point sur le cinéma chinois, qui a une histoire c'est vrai, complètement différente du cinéma occidental comme on le connaît nous ici. Nathalie, qu'est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire du cinéma chinois, rapidement bien sûr? Bien sûr, hyper rapidement. C'est un cinéma hyper singulier qui a offert plein de chocs esthétiques aux cinéastes occidentaux qui le découvraient, sachant qu'on l'a découvert très très tard. Alors il y a eu un moment, la nouvelle vague hongkongaise qu'on pouvait voir dans les quelques cinémas parisiens, donc les magnifiques polars urbains de John Woo, comme Syndicat du crime avec Chow Yun-fat, les quelques Tsuyark. Mais pour la reconnaissance plus large d'un plus grand public, c'est vraiment la Palme d'Or d'Adieu ma concubine de Chen Kaige en 1993 qui va lancer un engouement et une découverte de ces cinématographies qu'on n'a pendant longtemps pas vues, qui ne sortaient pas dans les salles. Et ce qui est intéressant, m'a intéressé dans ce dictionnaire que j'ai coécrit avec d'autres spécialistes, c'est que entre le cinéma chinois, taïwanais et hongkongais, il y a à la fois des vrais points communs parce qu'ils partagent des traditions artistiques similaires, des traditions picturales, l'art de la calligraphie, les arts martiaux qui transcendent des espaces qui pourtant ont été séparés par l'histoire. Parce que le XXe siècle, c'est l'histoire de grands conflits, guerre entre communistes de Mao Tse-tung et nationalistes de Chiang Kai-shek qui fait que
à la fondation du Parti communiste chinois et de la République populaire de Chine en 1949, les nationalistes battus de Chiang Kai-shek partent à Taïwan. Taïwan qui a longtemps été colonisé par les Japonais et aujourd'hui, alors qu'il y a un régime démocratique à Taïwan, vous savez bien les velléités chinoises pour récupérer ce qu'ils considèrent être une de leurs provinces perdues. Pareil pour Hong Kong qui a été cédé à la Grande-Bretagne au 19e siècle lors des guerres de l'opium et qui est redevenue chinoise en 1997. Et c'est précisément la hantise, l'angoisse de la rétrocession qui est prévue dès les années 80, qui a donné cette formidable énergie débridée de la nouvelle vague hongkongaise avec John Wick-Siark, un cinéma sur la brèche hanté par le compte à rebours qui du coup réinvestit les genres comme le film de fantôme, parce qu'il y a le fantôme de la Chine qui pèse sur tous ceux, acteurs, techniciens, cinéastes, qui souvent ont fui le continent chinois lors du grand bond en avant de la révolution culturelle, ou plutôt leurs parents ont fui, et eux sont nés par exemple à Hong Kong. C'est le cas de Wong Kar-wai, qui a fui la Chine à 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est vers 63, pour se réfugier à Hong Kong. Et c'est aussi le cas de Wu Shaoxian, dont le père est un continental de l'armée nationaliste, qui est parti à Taïwan. Et entre tous ces espaces, il y a la poésie contemplative de Wu Shaoxian, il y a le cinéma super débridé de Tsui-Hark John-woo, ou très léché, très beau de Wong Kar-wai, et il y a tous les cinéastes chinois, notamment la 5e génération, c'est celle qui a donné Adieu ma concubine, où on a vu des actrices magnifiques comme Gong Li percer les écrans des cinémas occidentaux. Et puis il y a aussi, ça c'est intéressant, la 6e génération des cinéastes chinois. C'est par exemple Wang Bing ou Jia Changke. Et eux, en dehors du système, sans les autorisations des autorités chinoises, ils ont filmé, documenté les mutations effrénées de la Chine devenue capitaliste et tous les laissés pour compte laissés de côté, quoi. Oh, c'est parfait. Alors là, c'est un bravo. On voit que tu es maître de conférence. Ah oui, non, c'est magnifique parce qu'effectivement, la Chine, il y a la Chine continentale, il y a Hong Kong, il y a Taïwan, il y a Shanghai. Parce que c'est vrai que le cinéma, au tout début du siècle, le cinéma chinois, il est quasiment inexistant au début du XXe. En fait, le cinématographe est importé d'Occident et même de France. Il arriverait en Chine en 1896. Bon, les chercheurs ne sont pas tous d'accord pour la première projection. Pareil à Hong Kong. Et du coup, pour les Chinois, les Hongkongais ou les Taïwanais, c'est un art occidental, mais qu'ils vont immédiatement, et c'est un lien avec notre sujet du jour, qu'ils vont l'investir avec ce qui est l'un de leurs arts par excellence, les arts martiaux. Et donc, on a des acteurs formés à le premier film, Le Monde d'Ing-jun chinois en 1905. C'est un acteur de l'Opéra de Pékin, si je ne dis pas de bêtises et que ma mémoire est bonne, qui est capté par une caméra dans une performance. Oui, l'Opéra de Pékin, on va y revenir aussi parce que ça a été une grande formation pour les acteurs à venir. Et les actrices dans ce cinéma chinois, ça existe. Il y a des stars du début du siècle ou Alors ça, c'est passionnant. Je crois que ça concerne vraiment votre superbe podcast sur la place des femmes au cinéma. En fait, quand le cinématographe arrive en Chine, donc en 1896, il est interdit pour les femmes d'être actrices de théâtre, tellement c'est la déchéance. D'accord. Et donc, elles pourront, je crois, être actrices de cinéma tournant de 1910. Et là, il y aura un vrai engouement. Et c'est un synonyme de progrès social que le fait qu'elle puisse avoir une visibilité à l'écran. Et notamment parce que la Chine du XXe siècle, au début du siècle, veut donner une nouvelle image, briser les codes de la société patriarcale, renier l'ancienne société. Et donc, les femmes vont être vraiment une métaphore des progrès de la société chinoise. Elles vont être vues comme telles. Et donc, il y a, dans les années 20, quand on est au tout début de cette histoire, soit il y a des actrices connues qui deviennent des vedettes parce qu'elles sont des femmes indépendantes, des fortes têtes, avec un fort caractère, soit, et là c'est plus triste, elles sont littéralement, au sens propre, des prostituées vendues dans une maison close. Donc ça, c'est par exemple Chuan Jingling. Elle a été découverte en 1925 et elle avait été vendue par sa mère. Donc il y a cette figure de la prostituée qui sera très très présente dans l'âge d'or du cinéma chinois, c'est les années 30, et c'est pour dénoncer l'asservissement des femmes, mais aussi les montrer comme leur sacrifice nécessaire pour la nouvelle Chine. Donc c'est vraiment dans les années 30 qu'il y a des grandes stars avec des magazines de cinéma qui passionnent les foules. C'est Wu Die ou Huan Ningyu, qui malheureusement mourra très jeune en 1935. Et là, on a des très très grands films que j'invite les auditeurs. Aujourd'hui, on les trouve, ces films. Avant, c'était plus compliqué, mais il y a par exemple Les Anges du Boulevard ou La Divine qui traitent de ces questions-là. Encore un mot, parce que c'est passionnant. En revanche, quand Mao et les communistes prennent le pouvoir, là, il y a une morale
une pudeur, une Mhm. interdiction des corps. Il y a un coup d'arrêt sur le cinéma aussi, où il n'y a plus que des opéras modèles qui sont chapeautés par la femme de Mao Tse-tung, Jiang Qing, qui est une ancienne actrice qui avait quelques comptes à régler avec le milieu et qui va interdire ou persécuter beaucoup d'acteurs et actrices ou D'accord. cinéastes. C'est des périodes très très dures où les gens peuvent être envoyés en rééducation à la campagne, enfermés dans des camps maoïstes. Mais bref, le cinéma, là, la seule figure féminine portée à l'écran, ça va être... Il y a beaucoup de femmes, mais ce sont des ouvrières, des soldates qui se battent pour faire progresser les idées révolutionnaires, construire cette Chine révolutionnaire. Donc oui, les femmes sont présentes, mais on peut aussi dire qu'elles sont instrumentalisées par la propagande. Et dernier mot pour l'époque contemporaine, donc l'ouverture de la Chine, c'est dans les années 80 avec Deng Xiaoping, après la mort de Mao Tse-tung en 1976. Et là, vous allez avoir des figures très sensuelles, par exemple la magnifique Gong Li, qui est peut-être l'une des actrices chinoises les plus connues, qui a représenté l'une des images de la beauté chinoise. Dans la dernière période, il y a eu la mise en avant d'actrices non professionnelles. C'est par exemple Chao Tao qui joue dans presque tous les films de Jia Changke. Et dernier mot pour montrer comment la Chine censure encore et peut créer des ennuis aux cinéastes et aux actrices. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Lust Caution d'Ang Lee, où on a Tang Wei qui joue une espionne. Donc c'est pendant la guerre sino-japonaise et il y a un gouvernement chinois collaborateur et donc on a une espionne qui accepte de se sacrifier pour tuer le collaborateur et il y a des scènes de sexe très crues. Ça a valu à l'actrice 2 ans d'interdiction de tournage et elle a émigré à Hong Kong qui est une terre plus libre pendant très longtemps. Finalement, ça se rapproche un petit peu du cinéma occidental. On l'a vu, des débuts où les femmes avaient des rôles un peu débridés, et puis hop, un retour à la censure, et un retour à partir des au années foyer. 50, en fait, dans tous les cinémas du monde, on voit vraiment ce retour après la guerre à il faut reconstruire les pays, on retourne à la cuisine. Enfin, ça se voit surtout, on le connaît dans le cinéma hollywoodien. On a beaucoup parlé de tous ces films de femmes. Comme Marcel n'est pas avec nous, je me permets de redire que Barbara Stanwyck a eu des rôles de femmes incroyables dans les années 30. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc. Mais c'est vrai que c'est assez terrible de voir ce retour au foyer, même dans le cinéma français. Enfin, ça se voit partout. Alors, avant de parler du cinéma d'action, de films chinois et du film fondateur, dont on a passé un petit extrait, dans la bande-annonce L'Hirondelle d'or de King Hu, on va dire King Hu, donc un des réalisateurs les plus importants de cette période-là, était le roi des films d'arts martiaux et de ce qu'on appelle le Wuxiapian. Alors, qu'est-ce que c'est que le Wuxiapian ? Désolé, alors on fait un petit disclaimer pour tout le monde. Désolé déjà en avance pour Lou et moi pour la prononciation des mots chinois. Pour moi aussi. Voilà, ce sera massacré, mais j'espère que vous nous pardonnerez. On le fait avec amour. Alors, le Wuxiapian. Alors, il faut avoir en tête qu'il y a 4 grands classiques de la littérature chinoise que tout Chinois se doit d'avoir lu dans sa vie. Ça a un lien parce que ce sont des romans wuxia. Et donc, c'est par exemple Au bord de l'eau, Les 3 royaumes, Le pavillon rouge et puis Le singe pèlerin ou Le voyage en Occident. Et ça, en fait, quand le cinéma, dès les années 20, le cinéma chinois voit dans ses réservoirs d'intrigues de chevaliers d'arts martiaux, redresseurs de tort, défenseurs de la veuve et de l'orphelin qui souvent combattent des pouvoirs corrompus, ils ont vu matière à adaptation. Et c'est vraiment une singularité culturelle de la Chine, de Hong Kong, de Taïwan. Et donc, wuxia, ça veut dire chevalier errant, donc des films de chevaliers errants, c'est-à-dire des films d'arts martiaux dans une Chine mythifiée, mythique, des grands espaces. Ça serait un peu le western chinois, entre guillemets. On peut aussi appeler ça film de sabre. Et ça, c'est par opposition, mais c'est une sous-branche au film de kung-fu popularisé par Bruce Lee, où là, c'est des combats à main nue plutôt. On voit le torse musculeux de la première star internationale sino-américaine, Bruce Lee. C'est des fois dans un environnement plus urbain, plus quotidien. Mais en tout cas, c'est des récits
hyper rocambolesque, avec des personnages hauts en couleur qui combattent dans un mystérieux monde qui s'appelle le monde des fleuves et des lacs, le Jianghu. Et c'est en marge de l'autorité centrale et ça donne de superbes chorégraphies de combat et une esthétique à couper le souffle. Oui, puis c'est un peu l'équivalent au Japon du Shambara, avec l'histoire de Ronin, de chevaliers errants également, avec des combats. Alors, il y a énormément de liens entre ces cinémas, même le cinéma coréen. Et puis, alors, ce qui est hyper drôle sur les hybridations culturelles Orient-Occident, c'est que Sergio Leone s'inspirait de Kurosawa. Il y a des liens entre Kurosawa et le cinéma d'arts martiaux hongkongais. Et donc, du coup, comme ça, on a des migrations, des styles qui passent de l'un à l'autre parce que, pareil, le cinéma hongkongais des années 80 a beaucoup influencé un certain nombre de cinéastes occidentaux pour le dynamisme qu'ils mettaient dans les séquences d'action, les combats, les chorégraphies. C'est ce qu'on va voir dans les Star Wars aussi. Oui. Pour le coup, là, c'est... c'est très... on pense que c'est inspiré pas mal du cinéma japonais, du coup, Star Wars, à mon avis, de Kurosawa. On sait que tous les réalisateurs du Nouvel Hollywood ont beaucoup vu Kurosawa. Et d'ailleurs, ils lui ont rendu un peu le... Mais quand on voit l'Hirondelle d'Or, mais effectivement, George Lucas, c'est plutôt le cinéma de Kurosawa, mais il y a des passages dans l'Hirondelle d'Or avec le côté cabane, au milieu des marécages, tout ça, où on voit vraiment Maître Yoda. En plus sexy. Alors oui, donc les Hirondelles d'Or de King Hu, King Hu qui est effectivement le maître du Wu Japan, qui n'a rien à envier à Sergio Leone. Donc il a réalisé le magnifique Touch of Zen, que je vous conseille à tout le monde de voir, c'est superbe. Raining in the Mountain, Dragon Inn, et donc l'Hirondelle d'Or, qu'il a tourné à la Shaw Brothers. Alors rapidement également, parlons un petit peu de la Shaw Brothers, ça pourrait rappeler les Warner Brothers, mais c'est un peu le même cas. À l'époque, dans cette émergence des films d'action, il y a deux studios qui se tirent un peu la bourre, c'est la Shaw Brothers et la Golden Harvest, Nathalie. Oui, tout à fait. Et en fait, donc, comme il y a eu tous ces mouvements de territoire, de population délocalisée et que les arts martiaux transcendent les espaces de la Chine, de Hong Kong et de Taïwan, à Hong Kong, le studio Shaw Brothers va aussi pour nourrir la nostalgie, pour répondre à la nostalgie des exilés, va mettre en scène de grands films en costume, des films historiques ou mythologiques avec énormément de figurants et propulser des stars qui seront dans la tête des stars. Des acteurs et des actrices qui sont dans la tête absolument de tout le monde. Et donc, les cinéastes sous contrat, parce que c'est une organisation assez classique, ils tournent énormément de films par an et c'est une vraie, au pic de l'industrie, par exemple hongkongaise, mais il y a aussi une industrie taïwanaise qui fait la même chose. C'est quoi, c'est à partir du début des années 60 oui, pour constituer la période Alors, l'âge d'or, c'est années 50, mais surtout 60. King Hu et Chang Che sont les deux vedettes du wuxia-pian, du film d'arts martiaux des années 60. Pour resituer juste, Chang Che, c'est celui qui a mis en scène notamment la suite de l'Hirondelle d'Or, le retour de l'Hirondelle d'Or, mais également des films devenus mythiques, le sabreur manchot. La trilogie du sabreur manchot. Exactement. Mais il faut qu'on en parle tout à l'heure quand on compare le rôle de Chang Pei-Pei dans l'Hirondelle d'Or et le rôle dans le retour de l'Hirondelle d'Or. Parce que là, il y a quelque chose à dire. Et l'Hirondelle d'Or, d'ailleurs, rapidement, c'est l'histoire d'une femme qui va essayer de sauver son frère kidnappé par des méchants. Et j'essaie de résumer un petit peu comme ça. Et voilà, et c'est une femme qui, effectivement, face à tous ces hommes qui pensent avoir devant eux une donzelle en détresse, et elle va leur rendre le double 6, comme on dit, et elle va tous les mettre par terre. Alors, Chang Pei-Pei, donc c'est le sujet de la bobine du jour. Donc, c'est qui Chang Pei-Pei, Lou? Chang Pei-Pei, elle naît à Shanghai en 1946. Elle est issue d'une fratrie de 4 enfants. Et comme beaucoup de familles à cette époque-là, dans la Chine continentale, elle va connaître un drame, à savoir que son père va être envoyé dans un camp de travail en Mongolie. Et ils ne vont même pas apprendre son décès. Je crois qu'il décède au début des années 60. Et donc, à ce moment-là, sa famille décide de partir à Hong Kong, où là, comme beaucoup d'actrices dont on va parler, elle va suivre des cours de ballet. Parce que dans la chorégraphie des arts martiaux, c'est quand même une des choses les plus importantes, on va dire. Tous ont un peu des formations de danseurs. Et elle va faire donc cette école d'acteurs de la Shaw Brothers. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots. Ils avaient vraiment quelque chose dans le studio, une institution en plus pour les former, ces comédiens? Oui, c'est ça. Chang Pei-Pei, elle est recrutée par la Shaw Brothers en 1964. Et du coup, elle va enchaîner les films.
Elle commence par des adaptations d'opéra, puisqu'elle a, comme tu l'as dit, cette formation de danseuse, et elle est assez brillante. Donc 2 opéras de Yue Feng, et notamment The Lotus Lamp, où elle joue le rôle d'un jeune homme qui a une relation interdite avec une divinité. Parce qu'il y aura beaucoup d'androgynes dans le cinéma d'arts martiaux chinois, c'est-à-dire des femmes grimées en hommes, de formidables chevalières redresseuses de tort qui dament le pion à ces messieurs, qui les surpassent, ce qui dit une force féminine qui a été très mise en avant, une liberté du corps, de l'esprit dans le cinéma d'arts martiaux. C'est pour ça que les dames d'épée sont fantastiques et qu'il y a quelque chose de féministe là-dedans. Mais donc, souvent, elles sont obligées de se grimer pour mieux défaire les supercheries. Voilà. Et donc, elle est totalement consacrée, Cheng Pei-Pei, une star avec l'Hirondelle d'or. C'est la consécration et ça devient l'une des... Voilà, c'est King Wu qui la porte en avant. Elle participe du renouveau du nouveau Wu Chiapian, puisqu'il était un peu poussiéreux et King Wu et Shang-Chi, dans cet âge d'or, vont un peu dynamiser la mise en scène, la chorégraphie, etc. Donc il y aura énormément de soins pris au costume, au décor. Et bien sûr, les chorégraphies martiales, où ces chevalières, dont Cheng Pei-Pei, sont capables de défier les lois de la pesanteur et de la gravité, de réaliser avec leur corps des prouesses virtuoses. L'intelligence aussi, se servir du décor. Donc il y a par exemple une très belle scène de combat où Cheng Pei-Pei est dans l'auberge, elle va être attaquée par plusieurs bandits et elle va à la fois se servir des baguettes qu'elle a dans les cheveux pour les défaire, elle va sauter sur le décor, etc. Donc c'est vraiment une prouesse physique liée à la danse, à la chorégraphie martiale, mais évidemment, ces héroïnes ne sont pas juste des corps sportifs, c'est aussi toute une éthique des arts martiaux, une capacité à être ancrée dans le macrocosme, à poursuivre une lutte plus grande qu'elle-même. C'est un cinéma anti-individualiste dans ce genre du cinéma. Et quelque chose qu'il faudra noter, on va le voir par la suite, mais contrairement à d'autres cinémas, même si ce sont des rôles tenus par des femmes, il n'y a pas d'érotisation du corps féminin dans ces films-là. Alors pas du tout, et ça c'est passionnant. C'est que dans le Wu Chiapian des années 60, et même aujourd'hui, elles sont dans d'amples costumes qui vont participer du fait que les séquences d'action sont à la fois énergiques, virevoltantes, mais aussi, chez King Wu en tout cas, c'est une danse, c'est nourri de peinture, de références picturales, poétiques. Et donc, elle voltige dans les airs avec ces costumes très amples. Et c'est vraiment la chorégraphie visuelle ainsi que le rythme de l'action, parce que bon, c'est des super metteurs en scène aussi, qui va porter le personnage et montrer qu'elle est au-dessus du commun des mortels. Parce que les arts martiaux, c'est une philosophie qui fait appel à des notions chinoises comme le souffle, le qi. C'est une sorte de corps-esprit qui arrive à concentrer toutes ses forces pour porter le coup qui va défaire l'ennemi. Alors c'est souvent des hommes de pouvoir corrompus, iniques, pire à infliger à autrui les pires souffrances. Et c'est contre ça que les chevalières redresseuses de tort s'insurgent. Effectivement. Et ce qui est étonnant aussi, c'est de voir dans les films la façon dont la population du film réagit au fait qu'une femme fasse des arts martiaux. C'est pas du tout dans le cliché de dès qu'il la voit arriver, c'est une gonzesse. Bon, il la charrie, mais il y a un truc de si elle arrive et elle dit je suis le chevalier qui escorte tel qu'on voit, personne ne se pose de questions sur son sexe. Et c'est des films qui sont quand même situés dans une époque antérieure. Ça se passe généralement dans le Xe siècle, par là. En fait, ça se passe sous toutes les dynasties des Tang, des Song, peu importe, mais le contexte historique et politique est impressionnant. Ça peut même, comme dans Hero de Zhang Yimou, se passer avant la réunion de la Chine par le roi de Chine. Donc, qui est même le sujet du film, d'ailleurs. Oui, au temps des royaumes combattants. Bref, et vous avez, Lou, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que cela ne choque absolument personne et il n'y a pas de discrimination a priori en fonction du sexe ou du genre du guerrier ou de la guerrière. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, on en parlera plus tard dans l'émission, mais dans Tigre et Dragon, où vraiment c'était... Elle crève l'écran. Elle crève l'écran. Au contraire, c'est vrai, elles sont même respectées. Et c'est vrai que là-dessus, le cinéma chinois, on peut presque rétrospectivement se dire qu'il est avant-gardiste sur le rôle des femmes, des actrices. Oui, parce que l'idée du cinéma d'arts martiaux, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Et que précisément, comme il y a aussi beaucoup de jeux sur la confusion d'identité, beaucoup de déguisements, c'est-à-dire qu'un personnage, parce qu'il y a... le mendiant ivre, en fait, ça va être un super combattant d'arts martiaux. On aura des femmes superbes combattantes déguisées en hommes ou
qui prennent... Voilà, c'est toujours des personnages mystérieux et ce n'est que la virtuosité de l'action et la concentration mentale et l'éthique du personnage qui va valoir la renommée ou la résolution de l'intrigue. Donc l'Hirondelle d'Or, on l'a dit. Alors tu disais tout à l'heure que la suite, le retour de l'Hirondelle d'Or de Chang-Chi était un peu différent pour le personnage de... Oui. Alors, comme l'Hirondelle d'Or a un succès à la fois critique et commercial, la Shaw Brothers se dit on va faire une suite. Ça reste un studio quand même. Et on reprend Cheng Pei-Pei. Sauf que cette fois, la réalisation n'est pas confiée à King Wu, qui est donc vraiment un cinéaste, pour le coup, très féministe, qui a mis en avant des femmes sublimes dans tous ses films, qui est poète, qui est philosophe, qui est lettré. Et on a à côté de lui un tout autre type de cinéma, c'est le cinéma sanguinaire de Chang-Chi, qui a beaucoup plus mis en avant des hommes qui se font mutiler dans tous les sens, avec des giclées de sang, de la violence qui est exhibée par des zooms, des ralentis. Et lui, il a plutôt mis en scène un univers masculin, contrairement à King Wu. Et donc, dans Le Retour de l'Hirondelle d'Or, Cheng Pei-Pei est un peu dans l'ombre de l'acteur principal, qui est Jimmy Woo Wang Yu, excusez-moi. Excusez-moi, des fois on s'en mêle les pinceaux. Voilà, et donc là, on voit bien que autant King Wu porte les femmes au cœur de la mise en scène, même elles sont le moteur de la mise en scène, autant c'est plus complexe chez Chang-Chi, et ça dit, à mon avis, un tiraillement de la société chinoise à ce moment-là, puisqu'il y aura quand même aussi une histoire de l'émancipation de plus en plus grande des actrices d'arts martiaux. Bon, c'est une histoire complexe, mais... Alors tu l'as dit justement que King Hu mettait en avant pas mal d'actrices magnifiques. On parlait tout à l'heure de Touch of Zen. Parlons rapidement d'autres actrices qui étaient contemporaines de Cheng Pei-Pei, notamment Chu Feng, qui est son actrice fétiche, on peut le dire, dans Touch of Zen, dans Dragon Inn. Dragon Inn, on ne mesure pas l'importance de ce film qu'il a eu l'influence qu'il a eu sur le cinéma occidental et le cinéma des années 70-80. Et aussi Raining in the Mountain. Alors Chu Feng, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, d'abord dire aux auditeurs, si vous ne devez, après cette bobine, ne voir qu'un seul film, c'est Touch of Zen, c'est un magnifique. chef-d'œuvre. Ça mélange les genres, il y a un arrière-fond bouddhiste, il y a des véritables tableaux, des compositions picturales, en même temps, il y a de l'épopée. Et donc, Chu Feng, elle va jouer dans beaucoup de Wu Chiapian, elle va également avoir des rôles dans le polar, et c'est vrai qu'on l'a retenue pour son regard froid, pas inexpressif, très expressif. Et en fait, dans Touch of Zen, elle joue le rôle d'une femme énigmatique, mystérieuse, qui va rencontrer un lettré, donc quelqu'un qui a fait des études, mais qui est évidemment très, très pauvre. Et cette jeune femme mystérieuse, elle est poursuivie par les sbires d'un eunuque qui lui en veut parce qu'elle a dénoncé ses magouilles à l'empereur ou à un gouverneur. Et là, on va avoir une manière de sublimer le corps de l'actrice, mais encore une fois sans l'érotiser, c'est vraiment un art du mouvement, donc il y a des séquences inoubliables, par exemple dans la vieille demeure hantée, mais surtout dans la forêt de bambou, où là en fait elle affronte, elle est toute en blanche avec une ceinture noire, elle est face à deux types qui sont en lien avec le pouvoir rouge, et alors il y a ce verre du bambou qui construisent des plans géométriques, et la virtuose d'arts martiaux est capable toujours de défier la pesanteur. Donc là, elle va sauter sur les bambous, elle va plonger pour les défaire. Et c'est une scène vraiment sublime dans la mise en scène avec des traits caractéristiques de King Wu. C'est que parfois, en fait, il fait des coupes qui empêchent de voir directement l'impact. Il répète des plans. Bref, c'est vraiment une danse martiale qui dit aussi l'ancrage de l'héroïne dans l'environnement naturel. Parce que la nature est très importante dans ces films. Et donc, Chu Feng, le personnage qu'elle incarne, elle va finir, après avoir défait tous les ennemis qui menacent la vie de la société, qui persécutent les gens, elle finit nonne dans un temple bouddhiste et elle a une illumination.
Ça te donne envie ou pas, Lou? Ça me donne envie. Alors, comme vous le savez, je n'ai absolument pas de problème avec l'hémoglobine. J'ai réussi à en voir 3. Je suis très contente. Ah. Ou alors ça défouraille, mais c'est encore un peu ketchup. Et effectivement, à part Chang-Chel, sinon dans le reste, il n'y a pas d'explosion de sang comme ça. Pas chez Kingu. Non. Ah bah, je vais me faire toute la filmographie. Tu peux y aller. Et Chang-Chi n'ouvre même pas. Oui, voilà, j'ai vu des extraits, j'ai dit non. Et Chu Feng, pour terminer quand même sur sa carrière, si tu l'as dit tout à l'heure, si on doit l'émergence du cinéma chinois, c'est un peu grâce à elle, parce qu'elle a été productrice après. Tout à fait. Ce qui est génial, c'est qu'elle fait une longue carrière avec beaucoup de films, mais après, est-ce qu'on peut dire qu'elle monte en grade? Oui, en tout cas, elle va avoir un rôle marquant dans la vie du cinéma, puisqu'elle va produire Adieu ma concubine de Chen Kaige, la première Palme d'Or à Cannes en 1993. Et c'est vraiment ce film qui déclenche une vogue et découverte du cinéma chinois. Donc c'est très important. Oui, parce qu'il y a un point commun avec toutes ces actrices qu'on a pu remarquer, parce que Chu Feng s'est arrêtée assez tôt dans sa carrière. Mais Chang Pei-Pei aussi, puisqu'elle va se marier au carrefour des années 70 et quitter le pays et s'installer aux États-Unis. Elle va faire une sorte de traversée du désert et on la bambou. Du désert de bambou. Et en fait, on va la retrouver et c'est un peu le film peut-être qui va conclure notre émission. Dans Tigre et Dragon, on la retrouve des années plus tard en personnage de méchante Jade Layen. Mais par contre, effectivement, elles sont toutes prématurément, elles se mettent en retrait assez tôt du cinéma, toutes ces actrices. Est-ce que on a remarqué ça avec Chu Feng, avec Qin Ping, qu'on trouve dans le trio magnifique dans Temple of the Red Lotus, Polly Ling-Feng Chang Quan, dans Dragonine aussi, même Maggie Cheung, donc toutes ces actrices ont pris leur retraite de façon assez anticipée. Comment on l'explique tout ça? Alors, je ne sais pas si je sais répondre vraiment à cette question de manière certaine. Je donne juste des pistes. Une hypothèse. Alors, effectivement, plusieurs actrices arrêtent leur carrière lorsqu'elles se marient, elles ont des enfants. Donc, est-ce un reste de la société patriarcale, du rôle des femmes qui les empêche de mener de front une carrière cinématographique et une vie de famille? C'est là où Est-ce que c'est culturel? Oui. Mais je ne peux pas trop savoir. Le cas hyper intéressant sur ce point, c'est Michelle Yeoh qui, lorsqu'elle se marie, quitte les écrans et revient en force après son divorce. Donc elle nous donnerait une piste de ce côté-là. Après, il y en a certaines qui se mettent à la production. Alors c'est ça que je voulais. Ça c'est parce que je me suis un peu creusé les méninges. Il y en a d'autres, elles élargissent leur carrière, comme Chu Feng. Donc ça c'est intéressant. Elle fait plus de 50 de films. Je comprends très bien qu'à un moment, c'est quand même des rythmes de tournage harassants. Et à un moment, elle devient productrice. Donc, on pourrait dire qu'elles élargissent leur carrière. Maggie Cheung, elle a raconté qu'elle avait arrêté pour se consacrer à la peinture et je ne sais plus... La poterie, non? En tout cas, des activités artistiques. C'est intéressant. Et pareil, quand même... Après... Maggie Cheung, elle a une carrière incroyable. Elle a tourné un nombre de films incalculable et elle a pris sa retraite assez tôt. Mais oui, mais moi, je pense aussi à cette fatigue quand on a été essoré par les studios et qu'on a joué dans autant de films. Oui, normalement, c'est les studios qui vous appellent plus. C'est comme ça que ça se passe en Occident. Et la dernière piste, c'est l'émigration aux États-Unis, où ça, on en reparlera peut-être. Il est possible, mais difficile de percer aux États-Unis quand on est un acteur ou un cinéaste issu du monde sinophone. On a quelques grands exemples. J'ai parlé de Bruce Lee tout à l'heure, qui lui a crevé les écrans du monde entier. On pourra reparler de Michelle Yeoh parce qu'elle a été James Bond Girl. On pourra parler d'Ang Lee, mais qui a eu énormément de mal à briser la forteresse Hollywood. Donc ça peut rester très très difficile, même si c'est un peu en train de changer, la mondialisation avançant et les rapports cinématographiques Chine-États-Unis étant de plus en plus concurrentiels. Je disais comme une boutade, mais c'est vrai que normalement, dans le cinéma français ou hollywoodien, les studios vous appellent plus quand vous êtes une femme parce que, à l'image, vous flétrissez, selon eux en tout cas. À 35 ans, c'est ça la moyenne d'âge de péremption d'une actrice. Ouais. À partir de 45, tu peux peut-être jouer les grands-mères. Est-ce que le côté physique peut jouer, tu penses, en Chine? Non, pas du tout, parce qu'en fait, je ne crois pas, moi, mais je peux me tromper, c'est que on a vu de très très grandes actrices comme Gong Li revenir même dans un rôle où elle n'est plus l'incarnation, comme dans son premier film, ou un de ses premiers films, Le Sorgho Rouge, de la sensualité à l'état brut. Mais elles vont toutes avoir une palette de rôles et il y a un tel amour pour ces actrices, en tout cas certaines d'entre elles, qu'on est super heureux de les retrouver, même dans des rôles plus âgés. Enfin moi, c'est comme ça que je le vois, mais c'est peut-être naïf. Et voilà, c'est la fin de la première partie de l'émission consacrée à Chang Pei-Pei et les actrices du cinéma d'action chinois.
On se retrouve très vite pour la deuxième partie, toujours en compagnie de Nathalie Bittinger, Lou Bobin et moi-même, dans lequel nous allons parler de Michel Yeo, de Maggie Cheung ou encore de Zhang Ziyi. Et je vous préviens, ça va défourailler sec. A bientôt!